Ce qui est caractéristique aujourd'hui du marché, de manière générale, c'est que le consommateur n'a besoin de rien, sauf s'il en a envie. Donc déjà, la notion d'envie devient au cœur de l'attente des consommateurs. Et l'envie des consommateurs peut changer et peut amener à des arbitrages de consommation. Ce dont j'avais envie hier n'est pas forcément ce dont j'ai envie demain. Et c'est la différence qu'il y a majeure aujourd'hui, c'est que le consommateur fait des arbitrages de consommation différentes. L'autre point qui est lié aussi en partie à l'abondance des réseaux sociaux, l'accélération de l'information et sa diffusion, c'est l'obsolescence rapide des concepts. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode où nous allons entrer de plein pied dans le commerce spécialisé en compagnie d'un invité qui incarne à la fois la vision stratégique et l'expérience terrain. En effet, j'ai le grand plaisir de recevoir André Torgman. Vous allez le découvrir, André est un acteur incontournable du secteur avec 2 casquettes complémentaires. D'une part, il est le président de Procos, la fédération des enseignes de commerce spécialisées. Quelques chiffres sur Procos, plus de 310 enseignes représentant 35% du chiffre d'affaires du commerce spécialisé en dehors des grandes surfaces alimentaires, soit 750 000 emplois et 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'autre part, André est un entrepreneur passionné et dirige Du Bruit dans la cuisine, une enseigne dédiée à l'art culinaire avec 4 univers, épicerie, art de la table, ustensiles et livres de cuisine. Vous l'aurez compris, cette double expertise à la fois stratégique et opérationnelle offre à André une vision unique des enjeux actuels et futurs du commerce spécialisé. Dans cet épisode, nous allons structurer notre conversation en 3 grandes parties. Nous commencerons par un retour sur le parcours d'André et son rôle à la tête de Procos. Nous analyserons les défis majeurs du commerce spécialisé aujourd'hui, l'évolution des attentes des consommateurs, l'omnicanalité, les questions d'implémentation et les nouvelles attentes des enseignes face aux transformations du marché. Ensuite, nous nous pencherons sur son expérience entrepreneuriale avec Du Bruit dans la cuisine. Nous discuterons de la singularité de cette enseigne et des défis propres à son secteur, innovation, fidélisation et adaptation aux nouvelles tendances culinaires. Enfin, nous conclurons en croisant ces 2 perspectives pour réfléchir à l'avenir du commerce spécialisé. Nous aborderons les grandes tendances qui se dessinent pour les enseignes, les solutions à mettre en œuvre pour rester compétitives et les projets portés par Procos pour accompagner ses adhérents dans les années à venir. Pour commencer, André, je te passe donc la parole pour que tu te présentes un petit peu mieux que ce que je viens de faire très rapidement. Alors à toi. Merci Cyril. Me présenter. Certains diront que j'ai fait ma carrière à l'envers, d'autres diront que je l'ai faite à l'endroit.
En réalité, j'ai fait 3 métiers très différents, mais toujours dans le même secteur. Le secteur du retail, le secteur du commerce, le secteur du marketing. C'est le secteur qui m'a passionné toute ma vie. D'abord en faisant de longues études de marketing, puisque j'ai été jusqu'au doctorat pour enseigner pendant près de 17-18 ans à HEC. T'es diplômé en quelle année? Juste pour qu'on remette les choses, je suis diplômé, dans le contexte. j'ai mon doctorat en 1982. Je rentre à HEC dans la foulée et j'enseigne le cours de marketing et je me spécialise sur le cours de retail. Un cours qui, d'ailleurs, même si le nom de l'école... Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans l'enseignement? Faisant des études de marketing, un doctorat en marketing, on peut imaginer vouloir mettre en application concrète au service d'une enseigne ce qu'on a appris. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à aller dans l'enseignement? Alors, ce qui me motive d'aller dans l'enseignement, c'est d'abord une nécessité de trouver des revenus pour payer mes études. Et la seule façon que je trouve à cette époque de pouvoir avoir des revenus, c'est d'être le prof remplaçant des profs qui sont en congé maternité ou malades. Et donc je me dis que c'est une bonne façon de procéder. Je suis prof en quelque sorte intérimaire et ça me permet d'aller à la fac le soir pour faire des études. C'est donc au départ une nécessité de gagner de l'argent pour payer des études. Je fais des études pourquoi ? Tout simplement parce que... ayant perdu mon père jeune, j'ai pensé que faire des études longues lui aurait fait plaisir, alors qu'à 18 ans, j'avais envie d'être entrepreneur. Mais par un devoir quelque part de mémoire, je me dis, je vais faire des études, et pour faire des études à cette époque-là, je trouve le moyen d'être prof intérimaire. En étant prof intérimaire, on me dit, Monsieur Torgeman, les inspecteurs, les inspectrices me disent, Monsieur Torgeman, vous voulez bien être prof, parce que pour avoir un poste intérimaire, il fallait justifier de l'envie d'être prof pour passer les concours. Et donc, on me dit, il faut passer les concours, je passe les concours et j'ai les concours. Donc, une fois que tu as les concours, tu deviens prof. Et pas parce que, par dépit, parce que c'est un métier que j'ai adoré. Le métier de la transmission. Tu le découvres en fait en le faisant, c'était pas une intuition. Absolument. En disant que tu allais aimer, tu le découvres en faisant. J'ai commencé d'abord en étant prof intérimaire dans les toutes petites classes, dans ce qu'on appelle les CET, les collèges d'enseignement technique, puis les lycées. Et en fait, en réalité, j'apprenais le soir à la fac ce que j'apprenais aux élèves le lendemain matin dans les salles de classe. J'ai trouvé ce métier, et je trouve toujours ce métier passionnant. Et franchement, c'est un métier qui m'a procuré beaucoup de bonheur, de plaisir, parce que la transmission du savoir est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et donc, je fais ce métier de prof. Attends, je vais te laisser, elle continue. Moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre justement ce truc qui t'a fait vibrer, qui t'a emmené dans l'enseignement pendant plus de 15 ans à HEC. C'est quoi? Parce que tu as commencé à le dire, mais je voudrais aller plus loin. C'est le contact avec les étudiants, c'est le retour, c'est la matière. C'est quoi plus que la transmission? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Un peu comme un acteur qui joue une scène. C'est formidable de rentrer dans une classe, d'avoir à délivrer un message et de s'assurer que 100% des personnes qui sont dans la salle vont le comprendre. Et d'identifier parmi les élèves ceux qui ont plus de difficultés que d'autres et comment tu vas réussir à les mettre au même niveau que les autres. Et ensuite, c'est vrai que la satisfaction que tu as, c'est quand tu vois la progression des élèves. Et je crois d'ailleurs que d'une manière générale, que ce soit d'ailleurs dans l'entreprise ou à l'école, il y a toujours un travail de transmission et de pédagogie à faire. C'est la pédagogie qui fait réussir aussi les entreprises. D'ailleurs, incidemment, le deuxième métier que j'ai fait après avoir été prof, c'est un métier de dirigeant du marketing d'Auchan. Et ce qui m'a fait probablement faire un travail qui a porté, c'est pas tant que je connaissais le marketing, c'est que j'avais été prof. Et donc, pour reprendre le point que tu évoquais, je suis prof à HEC, prof permanent. Prof permanent, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu es permanent à HEC et il n'y a aucune raison d'en sortir. D'abord parce que l'école est bien, les élèves sont intéressants, les cours sont passionnants et ça t'ouvre des accès formidables au monde académique. Et un jour, où j'ai 44 ans ou 45 ans, je regarde les profs qui ont 20 ans de plus que moi et je me dis, est-ce que j'ai envie de ressembler à ces personnes dans 20 ans ?
C'était quoi l'image qu'elle t'envoyait? L'image de au début, quand tu es prof, tu crées, tu innoves, tu construis des nouveaux cours. Et puis au bout d'un certain temps, tu répètes tes cours. Et donc il y a un phénomène de répétition qui est accentué par le fait que tu prends 1 an de plus chaque année alors que les élèves restent au même âge. Et donc l'écart se creuse. Et puis il y a la frustration du prof qui se dit, est-ce que ce que je sais enseigner, je saurais le mettre en œuvre? C'est un peu aussi ce doute en fait, c'est comme un doute. Ce doute, c'est aussi le doute un peu parfois des consultants qui savent conseiller, pas forcément déployer et mettre en œuvre. Et donc je me dis à 44 ans, je me dis, alors que tout va bien, alors que je suis au summum, que j'ai les étoiles sur ma veste, que j'aime ce métier, que ça me procure du plaisir, je me dis, peut-être faudrait-il anticiper et aujourd'hui mettre en œuvre ce que tu apprends aux autres. Et j'ai une formidable opportunité d'une entreprise qui a assez d'audace pour recruter à 44 ans un prof de marketing pour diriger le marketing, c'est Auchan. Oui, ce qui n'est pas la petite enseigne de quartier. Alors, ce qui n'est pas la petite enseigne de quartier, avec un hommage que je veux rendre à Gérard Mullier, le fondateur de cette enseigne, qui détestait 3 choses. Les gens qui avaient fait des études, les gens qui faisaient du marketing, et les gens qui habitaient Paris. Ouais, tu cochais les 3 cases. Et je cochais les 3 cases. Et il y a une audace assez forte pour recruter, après un entretien qui a duré avec lui 5 heures. Non. 5 heures. 5 heures. 5 heures durant dans le même bureau. 5 heures durant dans le même bureau. Mais comment ça se passe 5 heures? C'est phénoménal, c'est une histoire incroyable. C'est phénoménal. Et avec, en plus, Gérard Mullier, c'était le fondateur d'Auchan. C'est un patron iconique. Un patron iconique. Je suis le prof, le petit prof d'HEC, on va dire. Oui, mais enfin, d'HEC, c'est-à-dire que HEC, c'est pas la petite école, on est d'accord. Mais pour lui, c'est pas forcément le bon diplôme. Non, mais tu viens pas de nulle part, il sait d'où tu viens. Il passe 5 heures avec moi, et en plus, il me dit à la fin de l'entretien... Là, t'es dans le Nord. Dans le Nord. Et à la fin de l'entretien, il est 20 heures, il n'y a plus personne dans les bureaux. Il me dit, comment vous rentrez? Je lui dis, par le train. Il me fait, je vous raccompagne à la gare. Et moi, je pensais qu'en réalité, il me raccompagnait à la gare parce que c'était sur son chemin. En réalité, il habite à 30 mètres de son bureau. Il a sorti de sa voiture, il m'a raccompagné à la gare. Et il m'a dit, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Et je dois dire que je suis resté assez scotché et ça m'a donné envie de rejoindre cette entreprise qui, encore une fois, allait accueillir quelqu'un qui n'était pas passé par le parcours classique de chef de rayon, chef de département, directeur de magasin. C'est pas un peu aussi la marque du groupe Mullier que de faire rentrer ou donner sa chance aux gens au profil atypique? Qui commence chef de rayon. Qui commence chef de rayon. Pas à 44 ans, n'ayant jamais géré un rayon. C'était une... Il t'a testé pendant 5 heures. Il a voulu... Surtout. Il m'a testé surtout. Il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, vous réussirez parce que vous êtes simple. Et c'est peut-être... la différence, c'était que j'exprimais avec des mots simples des choses qui pouvaient être conceptuelles, mais avec des mots simples. C'est là où tu dis, en fait, c'est ta casquette de prof qui t'a servi. Et c'est la casquette de prof qui m'a servi. Ensuite, rentrer dans une entreprise où tu n'as pas été chef de rayon, chef de département, où tu n'as pas fait tes classes avec les autres, et où tu viens parachuter tout d'un coup comme directeur du marketing d'Auchan, ça interpelle. Alors, ça interpelle ceux qui disent on a peut-être enfin quelqu'un qui connaît le marketing, et ça interpelle aussi les autres qui disent il n'a jamais vu un rayon, il ne saura même pas faire du marketing dans une boîte comme ça. Il va rester dans sa tour d'ivoire, et voilà. Et en fait, je me suis donné 100 jours pour où ça passe, où ça casse. Et ces 100 jours, c'était les 100 jours avant le passage à l'an 2000, qui a été à l'époque donc un là, passage 99, important. On est en 99, c'est la question que j'allais te poser. On est en 99. Et là, je dis, il y a le passage en l'an 2000, c'est un événement à l'époque, et je me dis, on va faire quelque chose qui est totalement atypique, et on va faire 100 jours de promotion non-stop, avec
une promotion par jour et une résolution chaque jour. Et la promotion, c'est l'agressivité commerciale, et la résolution, c'est le mieux vivre en l'an 2000. Et donc, je vais avec une certaine audace proposer ce qui ne s'était jamais fait à l'époque, 100 jours de promotion non-stop sur tous les médias pour préparer mieux vivre en l'an 2000. Et les 100 jours précédant le passage à l'an 2000 étaient ce qu'on construisait dans les 100 résolutions pour vivre mieux en l'an 2000, qui bâtissait ce qu'on appelle derrière un projet de marque, qui était Auchan, l'apporteur de solutions pour mieux vivre. Parce que j'étais convaincu que si on voulait faire d'Auchan une marque, et non pas simplement un distributeur, il fallait que ça ait une raison d'être. Et la raison d'être d'un hypermarché, c'est pas de dire je vends les différentes marques d'industriels, c'était de dire je vous apporte des solutions au quotidien pour mieux vivre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire concrètement que on va trouver des produits qui, par leurs caractéristiques, par leur qualité, par leur praticité, vont permettre aux gens de vivre mieux. Et je pourrais en donner des tas d'exemples. Ce projet a beaucoup marqué les esprits d'Auchan parce que c'était dans la culture, dans l'ADN d'Auchan. Apporter des solutions pour mieux vivre. Et dans les solutions pour mieux vivre, il y avait aussi le fait que c'était pas cher. Et on a surfé sur un projet de marque formidable qui nous a permis de faire des choses incroyables et l'entreprise s'est réveillée. Et elle s'est réveillée pourquoi ? Elle s'est réveillée parce que on a bâti quelque chose qui était à la hauteur de l'ambition d'Auchan tout en étant d'un niveau de compréhension satisfaisant. Par exemple, je n'ai pas joué le prof de marketing qui parlait de concepts compliqués, mais j'ai transformé les concepts ambitieux dans des mots simples. Créer la différence pour mériter la préférence. Ou bien mettre le client dans le cœur d'Auchan pour être dans le cœur des clients. Ce sont des phrases extrêmement simples, mais qui résonnaient sur le plan de l'émotion des collaborateurs et sur le plan du sens. Et apporteur de solutions, de bonnes solutions pour mieux vivre, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et en réalité, ce passage à Auchan a été un passage extraordinaire. Extraordinaire parce que d'abord, c'est une entreprise qui a des valeurs et des qualités formidables. C'est une entreprise où on a le sens de l'euro. C'est une entreprise où on fait confiance à des collaborateurs, et y compris à un collaborateur, moi, qui n'avais jamais pratiqué l'hypermarché. Non, parce que le marketing, c'est vaste. Le marketing en hypermarché, c'est pas le même que le marketing de marque, comme par exemple du bruit dans la cuisine, on en parlera tout à l'heure. Combien de temps tu restes, jusqu'à quand tu restes chez Auchan ? Alors, je reste chez Auchan jusqu'en 2016. En 2016, et juste avant 2016, 5 ans avant 2016, donc autour de 2011-2012, je me dis que transformer l'hypermarché ne peut pas se faire de l'intérieur et qu'il faut créer des concepts à l'extérieur de l'hypermarché, les faire fonctionner, les régler et les réimporter dans l'hyper. Tu peux donner un exemple ? Le bazar. Le bazar, par exemple, c'est tous ces produits non alimentaires du bazar. Et j'ai toujours dit d'ailleurs, je comprends pourquoi on appelle ça le bazar, parce qu'on n'y comprend rien. Et je dis, le bazar n'est pas assez moderne chez Auchan, et il faut créer quelque chose qui soit un peu plus moderne. Et j'ai l'idée de dire, en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des produits à petit prix, mais qui sont extraordinaires. Et je crée un concept qui s'appelle Little Extra. Des prix petits pour des produits extraordinaires. Et ce concept, je le crée avec l'idée qu'une fois que le concept sera réglé, ça, en interne chez Auchan. En interne chez Auchan. Juste avant, et à l'époque c'était assez révolutionnaire, je crée une alternative au hard discount en créant un concept qui s'appelle le safe discount. Et le safe discount, c'était le vrac, avec un côté qui était plus économique, plus pratique et plus ludique. Et pourquoi je crée le vrac ? Parce que dans mes visites d'hypermarché ou de supermarché, et en particulier, j'ai un souvenir d'un hypermarché à Lens que nous visitons, et avec lesquels j'amène d'ailleurs l'agence de pub. Alors t'imagines l'agence de pub
avec les gens qui descendent avec leur Porsche sur le parking de l'hyper, et je leur dis, il va falloir que vous compreniez ce qu'est le monde de l'hypermarché, le monde des gens qui ont peu de moyens, pour que vous adaptiez aussi vos concepts publicitaires à ce monde-là. Et là, on descend à Lens, et là, on voit des gens qui, en fait, passent en caisse, et ils ont un budget, 12 €, et ils arrêtent à 12 €. Les produits, ils ne prennent pas les autres. Et on voit des gens qui sont assez désœuvrés, des gens qui sont un peu obèses, etc. Et je dis, voilà aussi la réalité des choses. Et ça m'a amené à considérer qu'il fallait faire un concept qui ne soit pas paupérisant pour des gens qui n'avaient pas forcément les moyens. Et tu n'as pas les moyens forcément de t'acheter le paquet de café de 250 grammes en 3e semaine du mois. Mais tu as besoin de 50 grammes pour finir le mois. Ou tu n'as pas les moyens de t'acheter les pâtes ou le riz ou le sucre dans les gros paquets et qu'il te faut prendre la quantité que tu souhaites. Et puis tu as aussi des gens qui vivent seuls et qui n'ont pas besoin forcément d'un paquet de 250 grammes, etc. etc. Et puis tu as l'écologie qui fait, mais pourquoi payer l'emballage voilà. Et donc on crée le self-discount. Le self-discount, je convainc Auchan de dire, il ne faut pas le mettre au fond du magasin comme le quartier des pauvres, il faut le mettre à l'entrée du magasin et tout le monde doit passer et traverser le self-discount. Et ils acceptent cette idée et on fait le self-discount. Et ce self-discount connaît un rapide succès qui nous amène à déployer, pour une organisation comme Auchan, à une rapidité incroyable puisqu'on ouvre plus de 10 self-discounts par mois. On inonde le marché français, ça va à l'international. Et ça, c'est pour moi une énorme récompense parce que je me dis, en fait, le directeur du marketing qui a compris que Auchan se faisait déposséder de parts de marché par les hard discounters, réinvente quelque chose qui n'est pas uniquement les marques distributeurs ou les premiers prix, mais qui réinvente quelque chose qui est moins paupérisant pour répondre aux besoins de gens qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir s'acheter les produits de marque. Et c'était une énorme satisfaction de voir, en quelque sorte, que le directeur du marketing ne dit pas uniquement « voilà ce qu'il faudrait faire », mais qui prend en charge la mise en œuvre de ce concept lui-même avec une équipe de gens assez fous pour le suivre. Alors ça, c'est en fait finalement l'asset avec laquelle tu vas partir aussi de chez Auchan pour aller à la retraite, parce que ça commence à devenir l'heure, non ? Alors juste avant ça, et c'est comme ça que ça se passe aussi, le président d'Auchan me dit « Ah, c'est bien ce qui a été fait avec le self-discount ». Et assez bêtement, je lui réponds « Ouais, mais il faudrait faire autre chose ». Évidemment, il me dit « T'as une idée ?» Et je lui réponds « Non, mais je peux y réfléchir ». Et bien, il me dit « Reviens avec une idée ». Et alors là, je me dis, il m'a dit « Reviens avec une idée », je reviens avec une idée. C'est là où je reviens avec l'idée de Little Extra. En lui disant, ce qu'on a fait sur les produits alimentaires dans le self-discount, pourquoi on ne reproduirait pas un concept un peu innovant, un peu novateur, qui s'appellerait Little Extra, et qu'on déploierait dans les hyper une fois qu'on l'a réglé à l'extérieur. Quand tu dis ça, c'est créer une enseigne à part. On a créé une enseigne à part, j'ai créé des magasins à côté, j'ai tout géré from scratch, et on a une enseigne qui doit exister, qui pourrait exister par elle-même, mais pour moi, la fonction au départ de l'enseigne, c'est qu'elle réintègre l'hypermarché pour réinventer l'hypermarché. Parce que ma conviction, c'est qu'il faut réinventer l'hypermarché, mais on ne saura pas le faire de l'intérieur parce qu'il y a des tas de barrières organisationnelles qui sont là. Mais si tu le fais à l'extérieur et que tu le réimportes, ça marche. Mais là, je dois dire que je me suis quand même heurté au sujet des grosses organisations. C'est-à-dire que les grosses organisations n'aiment pas que quelqu'un crée à l'extérieur pour réimporter ce qu'elles auraient dû faire elles-mêmes. Donc il y a des freins de logistique, de systèmes d'information, d'achat, de ressources humaines, qui font que, même si les directeurs de magasins me suppliaient d'implanter des Little Extra dans leurs magasins, l'organisation n'était pas prête, comme ça, à l'accepter. Et à un moment donné, je me suis dit, j'arrive à 64 ans, et je me suis dit, j'ai fait ce concept Little Extra, les freins de l'organisation d'une entreprise un peu trop, peut-être, rigide à cette époque-là, ferait que ce sera compliqué de le développer à l'intérieur. Et je dis à Gérard, écoute, j'ai créé Little Extra, visiblement c'est compliqué de le réintégrer dans les hypermarchés, je vais le déployer en partant à la retraite. Et Gérard me dit, écoute,
pourquoi pas, volontiers, à condition que j'en sois aussi un actionnaire. Je lui dis, Gérard, tu es welcome. Et sous forme de boutade, je lui dis, tu ne seras pas majoritaire. Il me dit, pourquoi je ne serai pas majoritaire puisque j'ai plus d'argent que toi? Je lui fais, ça c'est vrai, mais comme tu as toujours été, moi jamais, on va changer. Et comme c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui je suis en confiance, il m'a dit, banco. Et on a fait ça, et on a sorti Little Extra d'Auchan en 2016. Et là, je me retrouve entrepreneur à part entière d'une enseigne que j'avais en fait créée chez Auchan et que maintenant je dois développer par moi-même. Combien de points de vente? Alors à l'époque, j'avais une douzaine de points de vente et me voilà maintenant lancé sans la maison mère à devoir développer à 64 ans ce nouveau concept. C'est pour moi... Là, on est en 2016. Hein. Et là, on est en 2016. Et en même temps que je développe Little Extra, je m'interroge sur l'avenir des produits venant de loin qui n'ont pas forcément une utilité immédiate. Et je me dis, est-ce que ce marché-là va être un marché qui tient? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur ce marché? Et on me propose à un moment donné de regarder une enseigne qui va pas bien, qui est en difficulté, qui s'appelle Du bruit dans la cuisine. Et la vie fait que je regarde l'enseigne, non pas parce que j'ai envie de la prendre, mais simplement pour m'intéresser au loyer qu'ils payent, à la façon dont ça fonctionne. Regarder l'intérieur, quoi. Voilà, regarder l'intérieur. Donc je regarde, mais je ne suis pas intéressé par l'enseigne, à la reprendre. Je viens de reprendre Little Extra et je dois développer Little Extra. Et l'administrateur me dit, peut-être parce qu'il n'y avait aucun candidat à la reprise du bruit dans la cuisine, Qui était donc au tribunal de commerce. Qui était au tribunal de commerce, me dit, Monsieur Thorman, vous êtes quand même le mieux placé pour le reprendre. Pourquoi vous ne le reprenez pas? Franchement, etc. Je dis non. Et si on veut, parce que c'est intéressant de voir comment parfois les circonstances et les opportunités, si tu sais les voir, apparaissent. Il m'appelle un jour et il me dit, écoutez, c'est une entreprise qui est située en Bretagne, on a un gros entrepreneur breton qui n'aimerait pas voir cette entreprise partir de Bretagne. Partir, et il connaît rien en retail, mais il ne veut pas que cette entreprise disparaisse, et il dit qu'il aimerait bien le faire avec vous. Et c'était un gros industriel breton. Et je me dis, ah ben alors là, ça change la donne, si je suis épaulé avec un gros industriel breton, tout compte fait, c'est dommage effectivement que cette entreprise disparaisse, que les emplois soient supprimés, et je me dis, ok, dans ce cas-là, je m'intéresse au sujet. Et pour dire exactement comment ça s'est passé, un samedi, je vais à mon bureau, je réfléchis à cette marque du bruit dans la cuisine, et il se trouve que, en 2 heures, je prends le projet de marque de Du bruit dans la cuisine, et c'est extrêmement clair dans ma tête. Et donc je me dis, si en 2 heures c'est clair dans ta tête, c'est qu'il faut y aller. Et donc je dis, on y va, et on est parti pour le faire. La vie est faite de telle sorte que, une dizaine de jours avant que ça passe au tribunal, cet entrepreneur breton m'appelle et me dit, Monsieur Herman, je suis désolé, j'ai un gros souci en interne, je ne vais pas pouvoir aller avec vous sur Du bruit dans la cuisine. Et je me retrouve c'est un peu 10 jours. crispant. Je me retrouve 10 jours avant le tribunal, mais je suis déjà tombé amoureux de la marque. Bref, il se passe ce qui se passe, tu reprends la marque. Et donc je reprends la marque, tous mes amis, tous mes investisseurs, tous mes copains me disent de surtout pas y aller. Je les écoute, j'analyse ce qu'ils me disent, mais je dis quand même il y a quelque chose à faire. Et donc, en 2019, en 1er août 2019, le tribunal de commerce m'attribue la reprise de Du bruit dans la cuisine, qui perdait beaucoup d'argent, qui avait des dettes. Tu reprends pas les dettes. Et je reprends pas les dettes. Et tu vois, la vie est faite de telle sorte que je vais te dire pourquoi j'ai pas repris les dettes. Parce que cet entrepreneur breton qui, en quelque sorte, abandonne le projet 10 jours avant la reprise au tribunal, je me retrouve avec effectivement des banques avec lesquelles, Du bruit dans la cuisine avait des dettes, et je veux dire comment on peut renégocier ces dettes-là, et les banques ne veulent pas bouger. Et donc je me dis, si elles ne bougent pas, là, on ne va pas pouvoir reprendre.
Et donc j'écris un soir à 21h30 à cet entrepreneur breton, j'envoie un mail, j'aurais rêvé de reprendre du bruit dans la cuisine et de sauver cette entreprise et les emplois, mais malheureusement les banques sont un peu frileuses à renégocier la dette, donc je vais devoir abandonner. 21h32, quelle banque ? Réponse. Je donne le nom de la banque. Il me dit je m'en occupe. Et pour dire la vérité, c'est pas un film qu'on fait là, mais c'est dans le train qui m'amène à Rennes pour aller au tribunal que j'apprends que la banque accepte de renégocier la dette. Et donc, les portes s'ouvrent et je peux reprendre du bruit dans la cuisine. Et donc cet entrepreneur breton qui voulait faire avec moi, qui arrête parce qu'il a des problèmes internes, que je recontacte en lui disant je ne vais pas pouvoir faire, m'aide au niveau de la banque. Et je remercie la banque d'avoir accepté ça. Nous reprenons du bruit dans la cuisine au 1er août 2019 et je me retrouve à la tête d'une entreprise dont je ne connais pas bien la culture, qui est très différente de celle de Little Extra, dont je ne connais pas bien le marché et les produits, qui sont différents de ceux de Little Extra, mais dont je me dis qu'il y a un potentiel formidable. Et en fait, on croit que ça va être... On commence, et Covid 1, 2020, Covid 2, Covid 3. Et tu viens de reprendre une boîte en 2019 et tu tombes en 2020. Donc point de vente fermé. Point de vente fermé. Formidable opportunité, les points de vente fermés. Formidable pour se réinventer. Voilà. Et on va y arriver. Ce que je voudrais, c'est mettre une pause sur la partie du bruit dans la cuisine. Merci pour ce discours. Et on sent le professeur qui sommeille en toi quand même, parce que tu as une façon d'exprimer les choses, de présenter les histoires avec cette pédagogie qui, à mon avis, est dans ton ADN, qui rend tout très simple. Donc merci pour tout ça. On met juste un peu entre parenthèses du bruit dans la cuisine. Je voudrais que tu me parles et que tu me présentes Procos, qui vient de rentrer quelque part dans ta vie de façon plus... avec une acuité plus forte, puisque tu en as pris la direction il n'y a pas très longtemps. Je pense que tu en étais membre avant. Est-ce que tu peux introduire Procos, ce que c'est et la mission qui est la tienne au sein de cette fédération? Bon, d'abord, Procos, c'est une formidable fédération parce que tu as 300 enseignes du commerce spécialisé qui vont du jouet au bricolage en passant par le sport, le vêtement ou la cuisine. Et donc, c'est un lieu d'idées formidables autour du commerce sur des secteurs qui sont très différents. Procos est issu au départ de l'immobilier. Parce que, il y a 50 ans, la vraie question des retailers, c'est comment se développer rapidement dans un marché qui est facile, ouvert, en croissance. Et ils ont besoin d'études pour connaître les implantations, pour avoir des informations sur les implantations qu'ils veulent faire. Et donc Procos on est très lié à l'immobilier, au point de vente physique, l'adresse. Absolument. En fait, c'est la création des centres commerciaux, le développement des centres commerciaux. Les retailers ont besoin d'études, d'implantation, et Procos est un formidable laboratoire et fédération pour fournir toutes ces informations. Et donc, c'est un club, en quelque sorte, beaucoup autour de l'immobilier et du commerce, qui déploie son savoir-faire pour aider les enseignes à se développer. Formidable. Et c'est la vie de Procos. D'où vient ce nom Procos? Tu le sais ou pas? Promotion... du commerce spécialisé, je sais pas, un truc comme ça. Mais c'est... la vraie fonction, c'est une fonction beaucoup immobilière au départ. C'est aussi une fonction ensuite qui a bougé de la promotion immobilière à la défense des enseignes par rapport à un élément important dans leur compte d'exploitation qui est le loyer. Et en particulier, Procos a été un peu fer de lance au moment du Covid dans la relation avec les bailleurs Donc c'est un travail de lobbying, c'est un travail de lobbying, un travail d'explicitation, un travail de formation, des enseignes aux beaux commerciaux, à la pratique juridique sur les éléments de relation avec les bailleurs. C'est aussi un élément de veille sur ce qui se passe en termes de loyer. C'est aussi une information qui est donnée sur les chiffres du commerce, etc. Mais on sent qu'à un moment donné, ça a été le développement, à un autre moment, ça a été la défense des intérêts
des retailers, en particulier sur un point essentiel qui est ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire le poids des loyers sur le chiffre d'affaires des enseignes. Et puis on arrive aujourd'hui à une phase où, moi ayant été vice-président du Procos pendant quelques années, se pose la question, là aussi, de la réinvention du Procos. Et parce que je crois qu'il faut savoir se réinventer en permanence. Et donc la réinvention du Procos, c'est qu'est-ce que le Procos doit être pour dans l'univers du commerce. Et là, tu veux dire là, réinventer la mission de Procos. Absolument. Absolument. On remet tout sur la table. Absolument. C'est-à-dire que si tu prends les choses, ça ne peut pas être le développement à tout va, parce que quand même les enseignes ont freiné leur développement. Ça ne peut pas être le pleureur qui se plaint que les loyers sont toujours trop chers, ce qui par ailleurs est souvent vrai, pour mes amis bailleurs, mais ça ne peut pas être que ça, et ça doit être une autre mission. Et là, je me dis que... En fait, tu veux dire que ça doit être quelque chose de constructif, quelque chose qui propose plutôt que quelque chose qui défend. Exactement. Exactement. Et là, je me dis, en fait, le Procos, comme le commerce, a un problème de désirabilité. Et il faut que, à la fois, les commerçants soient plus désirables et à la fois, le Procos soit plus désirable pour que ses adhérents considèrent que c'est bien d'être membre du Procos. Et comme tu l'as compris, je préfère mettre dans des mots simples des concepts marketing un peu difficiles parfois pour certains à comprendre. Et donc, je dis, en fait, nous devrions agir pour que le commerce donne envie. Et je propose, en quelque sorte, cette raison d'être au conseil d'administration, agir pour un commerce qui donne envie. Et agir pour un commerce qui donne envie est un élément assez fédérateur d'enseignes qui sont très disparates dans les secteurs d'activité. C'est-à-dire que je sois dans la chaussure, dans le bricolage, dans le sport, c'est ça. J'ai la même problématique, donner envie. Et parce que, je précise, pour les auditeurs, Procos réunit 310 adhérents, ou quelque chose comme ça, couvrant toutes les catégories de commerce spécialisé en dehors de la grande distribution alimentaire, c'est-à-dire à la fois le magasin de cosmétiques, le vendeur de chaussures, d'habillements, de produits spécialisés, quels qu'ils soient. Absolument. Il faut donc une raison d'être qui soit transversale et qui fédère tout le monde. Et qui fédère tout le monde. Et cette raison d'être, le conseil d'administration trouve que c'est une piste très intéressante pour nous. Et me dit, mais puisque tu l'as proposé, ce serait bien que tu le fasses. Et donc j'ai dit, écoutez, ok, et donc j'ai pris la présidence du Procos sur cette raison. Là, on est en quelle année ? Là, on est en juin 2024. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. À l'enregistrement de cet épisode. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une raison d'être, il faut la déployer, la mettre en œuvre. Ouais, mais là, encore une fois, tu t'appuies sur quoi ? Comment tu fais pour les fédérer ? Et qu'est-ce que tu as réussi à faire déjà au bout de 6 mois ? Puisque c'est court et long, mais enfin, c'est surtout court. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi d'abord à faire qu'on a déjà une nouvelle raison d'être. Va sortir la semaine prochaine la nouvelle identité graphique du Procos qui incarne cette nouvelle raison d'être, agir pour un commerce qui donne envie. Parce que c'est une posture positive et il fallait donc avoir une raison d'être, une charte graphique qui reflète ce côté positif et coloré que nous avons envie de mettre en place pour l'ensemble des enseignes. Donc on a raison d'être, charte graphique. Ensuite on a construit 3 comités. Un comité qui est des lieux qui donnent envie, des collaborateurs qui ont envie et une offre qui fait envie. Et ces 3 comités, qui sont composés des membres du conseil d'administration, ont pour objectif de produire à la fois des contenus, des actions, que ce soit dans les écoles, donner envie aux futurs collaborateurs de venir travailler dans le commerce, donner envie aux collaborateurs en place d'avoir envie de faire ce métier, donner envie ensemble avec les bailleurs de travailler à des lieux qui donnent envie aux clients de venir fréquenter les centres commerciaux ou les rues commerçantes et travailler sur une offre qui fasse envie. Et donc on a mis en place 3 comités de personnes qui sont en charge de produire des contenus. On a donc
fait ça, et on a également des projets. Des projets, c'est de récompenser, d'une manière ou d'une autre, par des événements, des enseignes, des bailleurs, des lieux, des collaborateurs qui participent à un commerce qui donne envie. Et ça, c'est une super mission, un super objectif qui donne bien en fait la mesure de du changement d'état d'esprit en fait qui accompagne Procos par ton arrivée à sa tête. Aujourd'hui, on comprend bien les enjeux qui sont face au commerce spécialisé. Le commerçant, il fait face tous les jours dans son quotidien au consommateur. Le consommateur, il est au centre des préoccupations de tout le monde. Comment aujourd'hui ces consommateurs sont-ils perçus par le commerce spécialisé? En quoi ils évoluent? Et est-ce que finalement il est autant protéiforme qu'on le dit? Alors ça, c'est une vraie question sur l'avenir. Parce que l'avenir ne peut pas se reconstruire avec le rétroviseur. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où le commerce, c'était un peu la machine à photocopier. Tu avais un modèle, tu reproduisais le modèle, et ça faisait le résultat. Ce qui est caractéristique aujourd'hui du marché, d'une manière générale, c'est que le consommateur n'a besoin de rien, sauf s'il en a envie. Donc déjà, la notion d'envie devient au cœur de l'attente des consommateurs. Et l'envie des consommateurs peut changer et peut amener à des arbitrages de consommation. Ce dont j'avais envie hier n'est pas forcément ce dont j'ai envie demain. Et c'est la différence qu'il y a majeure aujourd'hui, c'est que le consommateur fait des arbitrages de consommation différentes. L'autre point qui est lié aussi en partie à l'abondance des réseaux sociaux, l'accélération de l'information et sa diffusion, c'est l'obsolescence rapide des concepts. Ce qui est très frappant, c'est l'accélération de l'obsolescence rapide des concepts. Tu peux me donner un exemple? Le concept d'IKEA, il n'est pas obsolète. Le concept alors justement, ça c'est la force de ces enseignes qui savent en permanence se réinventer et ne jamais lasser le consommateur. Tu as parlé d'IKEA, tu aurais pu parler de Zara aussi. Mais celui du supermarché, il devient obsolète. De l'hypermarché, il devient obsolète. Alors je ne dirais pas qu'il devient obsolète en tant que tel, mais il y a un effet aujourd'hui qui est lié à la conjoncture un peu plus compliquée de l'économie et des retailers, c'est que quand tu perds un peu de chiffre, tu es chargé d'en récupérer. Et c'est ce que j'appelle le grignotage. Le grignotage, c'est toutes ces enseignes qui ne vendaient pas ces produits, mais qui vont les vendre un petit peu, et qui vont venir grignoter un petit peu le marché des autres. Alors, tu parles de l'hypermarché, ben oui, l'hypermarché s'est fait grignoter des tas de choses. Il s'est fait grignoter sur l'électroménager, il s'est fait grignoter sur le textile, il s'est fait grignoter sur le bazar, il s'est fait grignoter sur l'hygiène beauté, il s'est fait grignoter, y compris sur l'alimentaire. Sur le bio. Sur le bio, etc. Et là, tu as plein de gens qui viennent et qui grignotent. Mais ce qui est vrai pour l'hypermarché est vrai dans l'autre secteur. Dans le secteur de l'hygiène beauté, tu as des nouvelles enseignes qui apparaissent, une enseigne comme Normal qui apparaît, qui vend des marques moins chères que les autres et qui vient grignoter un peu d'hygiène beauté de différentes enseignes qui sont positionnées sur ce marché. Et tout le monde en prend un petit bout. Mais c'est vrai de tous les secteurs. Et donc, aujourd'hui, dans un marché un peu plus compliqué, il y a ce phénomène du grignotage, il y a ce phénomène aussi de nouvelles enseignes qui apparaissent. Elles apparaissent parce qu'elles viennent de l'international, mais elles apparaissent aussi parce qu'elles sont propulsées par le net. Et là, tu as des nouveaux concepts qui apparaissent et qui viennent en quelque sorte ringardiser les concepts existants. Alors évidemment, on a parlé d'un certain nombre d'enseignes qui ont fermé parce qu'on a dit oui, mais elles se sont mal positionnées. Enfin, ils avaient quand même réussi à ouvrir certaines 500 magasins, donc elles n'étaient pas complètement nulles. Elles avaient quand même une croissance qui est très très forte. Et au global, eh ben, tu as des enseignes qui aujourd'hui ont perdu leur âme parce que elles se sont à la fois dispersées, moins recentrées sur leur corps métier, puis à la fois elles se sont fait grignoter des parts de marché par les autres. Et tout d'un coup, ces concepts qui étaient des concepts formidables, vieillissent rapidement. C'est ça le point majeur, c'est le vieillissement rapide. Alors merci d'avoir apporté ces précisions, parce qu'effectivement ça éclaire les propos que tu t'apprêtes à tenir sur les consommateurs d'une lumière nouvelle.
Donc le consommateur, lui, par rapport à ces concepts vieillissants, est aussi quelqu'un qui va aller changer ses habitudes. Qui va changer ses habitudes et qui va faire des arbitrages différents. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que ça peut paraître... Alors des fois, tu vois des queues dans la rue de 100 mètres, et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un influenceur qui est dans la boutique, et vous avez des gens qui attendent pendant 1 heure, 2 heures pour aller acheter un cookie. Voilà. Mais même, attention, qu'il y a un influenceur, quand tu vois ce qui se passe pour une boutique Cézanne... Par exemple. À Paris, parce que c'est celle que je constate, où tu as la queue à l'extérieur. Absolument. Qui est organisée. Donc c'est un concept qui est différent. Quand tu vois Zara Home en face du Bon Marché, c'est un concept de magasin qui n'a rien à voir avec tous les autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait ses courses dans un appartement. Exact. On voit les vêtements sur des portants dans un appartement. C'est de ça en fait. Donc, et c'est là où il faut applaudir des deux mains tous ceux qui ne considèrent jamais en position de sécurité totale et qui savent réinventer en permanence leur concept avec cette forme d'agilité. En réalité, ce que j'observe dans le commerce, et ça c'est un point qui me préoccupe, c'est qu'on est sorti d'une ère où le commerce était fait essentiellement par des entrepreneurs. Tous les concepts qui existent aujourd'hui ont été créés par des entrepreneurs il y a une 50aine d'années, et on est passé d'une ère d'entrepreneurs à une ère de managers. Et c'est pas tout à fait le même ADN entre un entrepreneur et un manager, sans vouloir faire d'ombre de oui, sans négatif. Forcément vouloir placer l'un au-dessus de l'autre. Mais on a besoin aujourd'hui, dans le commerce, de nouveaux entrepreneurs. Alors tu les as dans le digital, parce qu'il y a des gens qui créent des solutions digitales, des éléments comme ça, mais il y a besoin de nouveaux entrepreneurs. Et quand tu prends des entreprises comme Zara, ça reste une entreprise d'entrepreneurs. À la taille de Zara, c'est juste exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, parce qu'à la taille de Zara, continuer à avoir des collections qui se renouvelent toutes les semaines, continuer à vouloir réinventer le commerce, comme ils le font effectivement avec ce magasin Zara Home, qui a introduit des disruptions. C'est-à-dire qu'il faut oser, c'est de l'audace. Pour avoir visité plusieurs fois ce magasin, tu es dans un magasin Zara Home et tu as un bureau, tu dis mais il est très beau ce bureau, combien coûte-t-il? 34 000 €. 34 000 €, ah oui, c'est un Le Corbusier. Tu vois un bureau Le Corbusier. C'est une expérience, voilà, c'est une expérience d'achat qui est unique objectivement. J'en connais pas d'équivalent. Et quand tu vois aujourd'hui ce qu'est en train de faire Zara Home, il est en train de transformer ses magasins dans des magasins avec les codes du luxe. Et je peux te dire qu'il est dans les codes du luxe, des grandes marques de luxe, alors qu'il vend des produits à des prix beaucoup plus, évidemment, abordables. Premium, on veut pas premium. Donc la vraie notion, c'est la notion de réinvention. Et là... Et ça, c'est poussé par les changements d'attitude de consommateurs? C'est poussé par... Alors, tu as pour moi deux phénomènes qui conduisent à devoir se réinventer. Il y a un premier phénomène qui est que les changements de consommation, la baisse de consommation de certains secteurs, l'augmentation des charges introduit mécaniquement une baisse de l'EBITDA, une baisse du résultat. C'est un peu comme les glaciers qui fondent avec l'augmentation des températures, tu as un résultat des retailers qui fondent avec l'augmentation des charges. Et donc, si tu ne fais pas quelque chose, tu sais que ton résultat est en train de s'effriter et de fondre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu as des mouvements de comportement de consommateurs qui font que tu es obligé d'introduire des ruptures et des innovations dans la façon dont tu fonctionnes. Le sujet qui se pose aux retailers, et qui est un sujet majeur, c'est que quand les choses sont compliquées et difficiles, c'est compliqué de se réinventer. Et donc, mon point de vue, c'est qu'il faut toujours se réinventer quand tout va bien. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est quand il n'y a aucune raison de se bouger qu'il faut se bouger. C'est en tout cas moi ce que j'ai appris. Je suis sorti d'HEC quand tout allait très bien. Je suis sorti d'Auchan quand tout allait très bien. Et je dois réinventer du bruit dans la cuisine quand tout va très bien. Parce que si tu ne fais pas quand tout va bien, tu ne peux pas le faire quand tout va mal. Je crois qu'on est d'accord. Pour aller toujours dans le secteur de l'ameublement, il y a un parce qu'on parlait de Zara Home, c'est-à-dire la version des produits d'intérieur qui se mélange avec les collections de vêtements. Un autre acteur français, pour le coup, lui, il va pas bien, il a du mal à se réinventer, c'est Maisons du Monde. Ça, finalement, va dans le sens de tes propos.
ou quand ça va bien, il faut se réinventer. Dans cette façon de se réinventer, je te disais, est-ce que les consommateurs changent? Oui. Est-ce que la concurrence amène aussi les gens, les enseignes à se réinventer? Et là, je pense à la concurrence asiatique au travers du digital. Derrière tout ça, comment tu perçois les choses? Là, on est peut-être plus sur la fast fashion, on est peut-être plus sur des produits à faible valeur ajoutée. Je ne crois pas qu'il y ait une semaine où on n'entend pas parler de ce que raconte Chine, de Chine et Temu. Il n'y a pas une semaine où on n'entend pas ça. En disant que ça a un impact sur le commerce de centre-ville. Comment tu perçois les choses par rapport à ça? D'abord, il y a une sorte d'ambiguïté. Au moment où tout le monde dit qu'il faut sauver la planète, de plus en plus de consommateurs viennent acheter ces produits qui ne sont pas des contributeurs à sauver la planète. Cette semaine, il a été publié que Shein est l'entreprise et la marque, entre guillemets, mais c'est pas une marque, disons Shein, est l'endroit où les consommateurs français dépensent le plus d'argent dans le fashion. Voilà. Oui, mais on peut porter des jugements de valeur. Alors il y a le jugement de valeur sur l'équité économique du mode de fonctionnement de Chine par rapport aux autres. Ça, c'est même pas discutable. C'est pas équitable. Et puis il y a tous ces consommateurs qui, en fait, dans un contexte de vie qui n'est pas facile pour des tas de raisons, vie politique, vie personnelle, vie économique, etc., ont besoin de se faire des petits plaisirs. Et en fin de compte, c'est un peu la façon pour peut-être une partie des consommateurs de compenser la morosité globale de leur vie par ces achats de petits produits. C'est un autre phénomène. Nous, on comprend tout ça et on voit tout ça, mais on prend un raisonnement à l'opposé avec du bruit dans la cuisine. Où là, on vend des produits de marque, avec une histoire, souvent des entreprises qui ont 150, 200 ans, qui sont très majoritairement en France, pour souvent des entreprises familiales, qui ont des qualités de produits incroyables, qui font des produits encore dans des usines qui ont été construites il y a 50, 100, 150 ans, même parfois à la main pour des moules de pâtisserie. Et nous, on a considéré que on devait défendre ces marques qui à la fois font partie du patrimoine économique de la France, mais qui aussi contribuent au mieux cuisiner des Français. Parce que quand tu as une poêle qui coûte certes plus cher, mais qui est réchappable, c'est-à-dire que dans 10 ans, tu nous la retournes au magasin, on te la rend neuve et tu peux repartir pour 10 ans, c'est à la fois une qualité de cuisson qui n'est pas comparable avec le reste, mais c'est aussi une durabilité qui est formidable pour la consommation. Et donc, face à ce marché, nous, on n'est pas partis pour concurrencer dans le sens de l'escalade ces produits à bas prix. On est là pour satisfaire des produits de qualité sur un patrimoine français. Et toute la difficulté aujourd'hui du marché qui est le nôtre, c'est de pouvoir exister en étant un multimarque. Car il y a un point qu'il faut... Attends, je vais te couper. Tu vas y arriver. Moi, je voudrais juste qu'on reprenne l'histoire, et on repassera sur Procos après. Mais c'est important que là, à ce moment de l'épisode, tu nous racontes la suite de la reprise à la barre du tribunal de commerce de Rennes du bruit dans la cuisine, pas en t'étendant sur le truc, mais en nous présentant finalement la situation à la reprise. Et comment tu décris la feuille de route, tu écris la feuille de route qui t'emmène de 2020 à aujourd'hui et à être en capacité, comme tu as commencé à le faire, à tenir les propos que tu viens de tenir sur nous, on est distributeurs de produits qui sont... En fait, tout ça, c'est parce qu'il y a eu tout un plan avant. C'est pour ça que je me suis permis de te couper. Pour qu'on comprenne bien quelle était la situation de départ et comment tu as écrit la feuille de route. Tu reprends une entreprise, enfin on te donne les clés de l'entreprise le 1er août 2019.
1er août 2019, tu ne sais même pas qui est en vacances, qui n'est pas en vacances. Tu ne sais même pas quels sont les collaborateurs qui ont été repris ou pas, car les plans de reprise font que parfois un collaborateur qui habite le nord de Paris n'est pas repris, mais un collaborateur du sud de Paris est repris, et pourtant le magasin qui est celui que tu as exploité, c'est celui du nord, et donc tu te dis comment je vais faire avec tout ça. Tu reprends une entreprise qui a été un peu abîmée par une histoire de redressement judiciaire, par des collaborateurs qui se sentent un peu délaissés, malheureux, perdus, etc., par un repreneur qui est parisien, qui fait un métier un peu différent, et tu as certainement dans la tête des collaborateurs 1000 questions et 1000 questions de doute sur qu'est-ce qui va leur arriver. Là, tu as combien de personnes? On reprend à peu près 200 personnes de Du Bruit dans la cuisine. Combien de points de vente? Et on reprend 19 points de vente. Répartis un peu sur toute la France. Sur toute la France. Sur toute la France. Le chiffre d'affaires à ce moment-là? Le chiffre d'affaires à ce moment-là, c'est à peu près une vingtaine de millions d'euros. Tu es obligé de mettre de l'argent pour reprendre? Alors c'est là où en fait on a été assez bon, c'est que on avait un certain nombre de stocks qu'on a pu vendre et qui ont créé la trésorerie parce qu'on le reprend en août 2019. Les fournisseurs d'ailleurs, et je les remercie, ont fait confiance. C'est-à-dire que peut-être par mon histoire, ils nous ont pas obligés à payer au cul du camion comme on dit, et ils nous ont fait le crédit nécessaire pour qu'on puisse entamer. On fait une bonne année 2019, c'est-à-dire qu'on sort du résultat, et d'ailleurs on verse pour la première fois de la participation aux salariés du Bruit dans la cuisine, alors qu'ils n'en avaient jamais touché en 20 ans d'exploitation. Ça donne du courage. Qui a créé cette enseigne? Une famille, la famille Lafosse, bretonne, qui avait fait un travail remarquable, de gens qui sont des indépendants, enfin des commerçants indépendants, franchisés. Et M. Lafosse, que je n'ai pas connu, a créé ce concept fortement inspiré d'un concept aux États-Unis qui s'appelle William Sonoma. Malheureusement, M. Lafosse décède assez vite, Mme Lafosse reprend, se fait ensuite épauler par des nouveaux actionnaires, mais des difficultés font que c'est tombé. Mais franchement, coup de chapeau d'abord à la famille Lafosse d'avoir créé ce concept. Et mon sentiment, c'est de dire maintenant comment on fait en sorte que ce concept ne passe pas à la trappe et disparaisse. Donc on a compris ce que tu avais récupéré. Heureusement, pas trop de dettes, pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans l'entreprise. Des salariés qui nécessitent d'être motivés. On comprend, après être passé par une procédure de RJ, qu'il faille remotiver tout le monde. Finalement, une première année de transition qui se finit pas trop mal. Là, qu'est-ce que tu écris là? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu finalement tu formalises la vision qui est la tienne pour cette marque, et comment tu la partages finalement à l'ensemble des salariés de cette entreprise, parce qu'ils sont au cœur de cette transformation et de cette croissance. Évidemment, il y avait plusieurs options. Il y a une première option, ce qui est de dire on fait 2 enseignes, Little Extra et Du Bruit dans la cuisine. Il y a une deuxième option qui est de dire on transforme les Little Extra en Du Bruit dans la cuisine. Il y avait une troisième option qui on transforme les Du Bruit dans la cuisine en Little Extra. Et moi je dis on va se donner un peu de temps et on va conserver dans un premier temps nos 2 savoir-faire. Et ce qu'on a, et c'est pour ça qu'on réussit aujourd'hui, c'est que Du Bruit dans la cuisine avait des qualités formidables, qui n'étaient pas les mêmes que les qualités formidables de Little Extra. Little Extra avait une qualité d'agilité, de créativité, d'innovation, de tests rapides. Et Du Bruit dans la cuisine avait un côté un peu plus institutionnel, un peu plus posé, un peu plus analytique, un peu plus structuré. Je me trompe, ou il y avait aussi un asset de marque plus fort pour Du Bruit dans la cuisine? Il y avait un asset de marque plus fort pour Du Bruit dans la cuisine, qui à mon avis était surtout sur un marché qui est un vrai marché, qui est le marché de la cuisine. Le marché du produit bazar, c'est un produit qui est plus difficile à définir en tant que marché, parce que tu as des tas d'opérateurs qui vendent ces produits-là, que ce soit des discounters, des normales, des Jiffy, des Maisons du Monde, des actions, etc. Et Du Bruit dans la cuisine, il y avait quelque chose qui était sur un vrai marché. Sauf que tu n'avais aucun acteur de la cuisine qui réussissait. Vraiment.
Donc les acteurs de la cuisine dans ta bouche, c'est qui? C'est les cuisinistes? Non. C'est Les qui? cuisinistes, ils vendent des cuisines, mais tu avais un kitchen bazar qui avait disparu. Ouais. T'as des gens qui faisaient de la cuisine comme Zodio qui ont disparu Ouais. aussi. Bref, on peut en citer. C'était pas structuré en fait. En fait, c'est que tu n'avais pas beaucoup d'acteurs qui réussissaient sur ce marché. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les centres commerciaux, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui vendent des ustensiles de cuisine, et quand il y en a un, c'est souvent du bruit dans la cuisine. Donc ça veut dire que autant tu as beaucoup d'opticiens, beaucoup de vendeurs de jeans, beaucoup de vendeurs d'hygiène beauté, mais en cuisine, t'as pas. Et t'as pas pour quelle raison? T'as pas parce que les vendeurs de marque ne sont plus aujourd'hui habilités à pouvoir réussir dans les centres commerciaux, puisqu'ils n'ont pas la double marge des gens qui produisent leurs produits, car dans les centres commerciaux, l'enseigne égale le nom du produit. Zara égale l'enseigne égale le produit, Uniqlo, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, tu avais une difficulté, c'est qu'il n'y a plus de multimarques dans les centres commerciaux, ce qui est, à mon avis, une erreur. Pour les centres commerciaux, pour les consommateurs, pour l'économie. Et moi, je dis, il faut qu'on réussisse en étant multimarque, c'est-à-dire ne pas vouloir faire de propre marque, mais en étant multimarque, d'être un opérateur qui fonctionne dans les centres commerciaux. C'est ce que nous avons réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'on a pris le meilleur des deux enseignes. En quelque sorte, on a laissé le mauvais cholestérol de chacune des enseignes et on a récupéré le bon cholestérol des deux. Et le mariage de Alors dis-nous ce que c'est justement. c'est le mariage de l'agilité, de la créativité, de l'entreprise que nous gérons de façon extrêmement agile. Alors pourquoi on est extrêmement agile? D'abord parce qu'on est peu nombreux dans les services d'appui. Et j'ai dit service d'appui, j'ai pas dit siège. Service d'appui, ça veut dire qu'on est en appui des magasins pour réussir. C'est un modèle intégré, hein. C'est important de le souligner. Intégré, on est en service d'appui, on fonctionne sur la responsabilisation des collaborateurs à 360 degrés, chacun a le sens global pour éviter d'être à contresens. Donc il n'y a pas de contresens parce qu'on donne le même sens, mais chacun dans son domaine, à 360 degrés, contribue au sens. L'agilité, le sens, la créativité fait que nous sommes capables d'aller très vite parce que nous sommes peu nombreux. Et alors, à la question pourquoi on est peu nombreux, parce qu'on a simplifié. Mais ça, attends, pardon, dans ta tête, en fait, c'est un mode opératoire qui est très clair quand tu reprends la marque, l'enseigne. Oui, parce que mon expérience d'Auchan m'a montré que quand on rentre sur des structures trop lourdes et trop complexes, on oublie le commerce et on traite des problèmes d'organisation, de process, et on s'y perd. Je reviens à ma question initiale concernant la feuille de route. Tu la formalises. Comment tu fais pour finalement réengager l'ensemble des collaborateurs qui sont dans l'entreprise? C'est là où mes restes de profs ont joué. C'est pour ça que tout est dans tout. Comment tu réengages les collaborateurs? Par ta capacité à faire comprendre le sens, à accompagner le sens et à faire grandir chacun des collaborateurs dans le même sens. Et c'est là où, en réalité, il fallait rapprocher les gens de Du bruit dans la cuisine, de l'agilité des gens de Little Extra, et rapprocher les gens de Little Extra qui étaient créatifs, mais pas toujours forcément organisés, à se rapprocher de Du bruit dans la cuisine. Et je dois dire que ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est qu'autant pendant 2 ans, presque 3 ans, il y avait les collaborateurs Du bruit dans la cuisine et il y avait les collaborateurs de Little Extra, et je me devais de porter la même attention à l'un et à l'autre pour pas faire qu'on puisse penser que je reste Little Extra et que je suis... Alors, il fallait que je ne rende pas jaloux les gens de Little Extra de m'intéresser à Du bruit dans la cuisine, et il fallait pas que je rende déceptif les gens de Du bruit dans la cuisine de continuer à m'intéresser aux gens de Little Extra. Et donc, ce travail de pédagogie fait qu'aujourd'hui, ma grande satisfaction, c'est que je suis plus capable de faire la différence entre on va dire, des ex Du bruit dans la cuisine ou des ex Little Extra. C'est les mêmes collaborateurs qui travaillent ensemble. Et les deux enseignes existent-elles toujours? Alors là, Du bruit dans la cuisine, on a la réponse. Là, ça a été un choix qu'il faut savoir faire quand tu sais mettre de côté ton ego. Quand tu as créé Little Extra,
Et Little Extra, ça s'est fait aussi dans les larmes et dans le sang. C'est-à-dire que tu ne crées pas un concept comme ça. Il fallait accepter, quand je sors de directeur du marketing d'Auchan, avec 200 millions d'euros de budget publicitaire à gérer, quand tu as 200 millions, tu es aimé de beaucoup de gens. Et tu vas te mettre sur un parking d'hypermarché pour vendre dans le froid des produits à 1, 2, 3 euros, et que ton restaurant quotidien, au mieux, c'est Flunch, quand tu manges. Toi, tu restes dans la galaxie Mullier. Tu restes dans la galaxie Mullier, mais t'es plus dans la lumière, t'es plus dans... Voilà, il faut accepter à un moment donné que t'es plus dans la lumière du prof d'HEC ou du directeur marketing d'Auchan, et tu vas... dans la poussière, travailler et créer un truc. Quand tu fais ça, tu te dis qu'à un moment donné, l'ego, il est plus sur toi, il est sur l'entreprise. Ça, c'est une grosse différence entre un manager et un entrepreneur. Un manager, il a un peu un ego sur lui pour faire gravir les échelons de l'entreprise et arriver au sommet. Un entrepreneur, il a un ego uniquement sur l'entreprise, et c'est l'entreprise qui doit réussir. Et à un moment donné se pose la question, Little Extra ou pas Little Extra. Et je considère qu'il faut mettre toutes les mêmes forces sur une seule marque, que cette marque, demain, ce sera du bruit dans la cuisine, et que donc, il faut fermer ou transformer les magasins Little Extra pour devenir soit des du bruit dans la cuisine, soit des du bruit dans la maison, qui était le savoir-faire un peu de Little Extra au départ, mais avec une seule marque sur laquelle on va capitaliser. Et aujourd'hui, on a décliné du bruit dans la cuisine sur 2 autres marques, du bruit dans la maison, sur lequel on regarde ce qui est à faire, et du zen dans la maison, qui est un nouveau concept qu'on a créé from scratch et en 4 mois, et qu'on a mis à la gare Saint-Lazare, et qui est un concept qui s'intéresse à un autre envie des consommateurs, le bien-être. On considère que la mission du groupe aujourd'hui, c'est de dire le bien manger, c'est du bruit dans la cuisine, et le bien-être, c'est du zen dans la maison. Et donc, nous avons abandonné les magasins Little Extra en tant que tels. Seul le groupe s'appelle Little Extra, mais il gère un portefeuille de marques. Et on a considéré, en tout cas j'ai considéré, que c'est pas parce que j'avais créé Little Extra que tout devait s'appeler Little Extra, et que l'ego, il est sur l'entreprise. L'entreprise, c'est du bruit dans la cuisine, et on fonctionne avec du bruit dans la cuisine. Aujourd'hui, au travers de ces différentes enseignes, donc le nombre de points de vente aujourd'hui, c'est 32. Le chiffre d'affaires global? Le chiffre d'affaires global, on est sur en gros 35 millions d'euros. Donc tu as quasi doublé, un peu moins, que doublé en 5 ans. On le disait avant l'enregistrement, le Covid est arrivé juste après le rachat. On aurait pu croire que c'était une épreuve supplémentaire. Tu as expliqué que ça a été une occasion de transformer, d'accélérer les changements de l'entreprise. Si je te dis ça, c'est pour poser la question aujourd'hui de ce qu'est l'omnicanalité chez du bruit dans la cuisine, puisque c'est un sous-jacent finalement aux transformations liées au Covid, j'imagine. Alors, c'est un point essentiel de la transformation qu'on est en train de faire. On reprend au départ une enseigne dont il faut sauver les magasins et qui font le chiffre d'affaires. Donc on se concentre essentiellement sur les magasins physiques. D'ailleurs, le digital n'existait pas au moment de la reprise de du bruit dans la cuisine. Il y avait un site internet qui fonctionnait pas du tout. Et en fait, je pense que la culture des fondateurs n'avait jamais été sur le digital, elle était sur le magasin physique. Mais notre première préoccupation, c'est de dire qu'il faut qu'on sauve les magasins physiques. Et donc, ça nous prend quelques années, 3 ans, pour sauver les magasins physiques. Et dans le même temps, j'ai pas de réponse sur ce qu'il faut faire sur le digital. Je ne sais pas quelle est la bonne route pour le digital. Je sais que j'ai un site qui fonctionne pas bien. Je sais que ça coûte beaucoup d'argent pour le faire fonctionner, beaucoup d'argent pour se faire référencer. Et je n'ai pas ni la culture, ni les hommes pour le faire fonctionner. Et donc, je me dis, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent, attendons d'avoir une feuille de route claire pour le faire. Et sauvons surtout les magasins physiques. Et c'est ce que nous avons fait. Mais le Covid nous a ouvert la perspective de comprendre que le commerce de demain,
c'est pas un commerce ou physique ou digital, c'est un commerce qui comprend des éléments de magasins physiques et des éléments de magasins de commerce digitaux. Et qu'il faut créer une plateforme sans couture unifiée, parce que le consommateur n'est pas ou physique ou digital, il est les deux. Et que les organisations ne doivent pas mettre d'un côté le digital et de l'autre côté le physique, en espérant qu'un jour, ils vont finir par se parler. Et donc notre conviction, c'est de faire une plateforme sans couture. Et puis je me dis que cette plateforme sans couture, et je ne me le dis pas seul, ça c'est important, je me le dis avec mon fils qui est en école de commerce et qui va finir son école de commerce et qui a 24 ans, et on se dit, tiens, mais c'est quoi le commerce de demain ? Et le commerce de demain, c'est un commerce qui a du sens, qui a du contenu, qui a de l'agilité et qui fait envie. Et je me dis que le marché de la cuisine est un marché où on peut avoir du sens. Le sens de bien manger, de faire plaisir, de se distraire en cuisinant. Et puis je me dis que toutes ces émissions de cuisine qui sont en prime time sur les chaînes, c'est qu'il y a bien une raison. Et puis je me dis que tous ces gens qui photographient à chaque fois qu'il y a un plat qui tombe sur une table, qui se met sur une table, de le photographier pour l'envoyer à je ne sais qui, ça a du sens. Et donc je me dis, il faut créer une constellation de solutions digitales qui permettrait de pouvoir unifier un commerce physique et digital. Et en 2021, fin 2021, une application de recette de cuisine qui s'appelle Yumiam est en redressement judiciaire. Et on me dit, est-ce que ça peut vous intéresser ? L'application ne marchait pas depuis 8 mois, donc je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, parce que je n'avais jamais vu fonctionner. La boîte était évidemment en redressement judiciaire. Et je me dis la chose suivante, soit on la reprend et on n'arrivera jamais à la faire fonctionner, puis on aura perdu, soit on la reprend et ça nous fait gagner 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, sur la culture culinaire autour des applications de recettes de cuisine. Et là, je me permets un commentaire pour expliquer ou apporter finalement des explications à cette stratégie. C'est toi qui me l'as expliqué avant qu'on enregistre. La conviction qui est la tienne est de créer un contenu autour de l'expérience d'achat, contenu qui va venir apporter quelque chose de supplémentaire au consommateur et finalement légitimer, justifier les produits et les actions de vente qu'il y a dans un écosystème complet qui est donc à la fois produit et contenu. C'est un peu ça, hein ? C'est tout à fait ça. Et on reprend cette application de recettes de cuisine Yumiam, de façon assez intéressante d'ailleurs, puisqu'on était le seul opérateur de magasins physiques contre tous les jeunes startups du digital, et on arrive quand même à l'emporter à la barre du tribunal. Et je reprends Yumiam, et on comprend ce qu'est une application de recettes de cuisine. On est en 2022. Début 2022. Et là, on reprend cette application de recettes de cuisine qui nous fait faire un pas majeur en avant, c'est-à-dire qu'on dit maintenant, il faut créer notre laboratoire ou notre cuisine où on va tourner des recettes de cuisine. Donc on a créé au-dessus de nos bureaux un local qui se libérait à 130 mètres carrés, où on a installé une énorme cuisine pour faire des battles et où on tourne tous les jours des recettes de cuisine qu'on poste sur notre Insta du bruit dans la cuisine. On a plus de 160 000 followers et tout d'un coup on devient un producteur de contenu, de recettes de cuisine qui viennent contribuer à justifier la vente d'ustensiles de cuisine. Alors juste un petit aparté, parce qu'on s'y trouve justement dans cet appartement et dans cette cuisine. Merci André d'ailleurs, au passage, de me recevoir pour enregistrer ici. Parenthèse refermée. Et donc, on apprend avec ça la création de contenu, on se crée une communauté. Cette communauté, elle poste des recettes, elle fait des blogs. Ces blogs, aujourd'hui, on les associe sur le site internet avec ce contenu. On a des newsletters qui ont du sens. Et tout d'un coup, ça devient une enseigne qui, globalement, intègre la création de contenus qui ont du sens, la vente d'ustensiles de cuisine qui ont aussi du sens, et ceci sans couture et au même endroit. Tu peux me rappeler, finalement, la nouvelle mission de Procos ? Redonne-moi les mots. Agir pour un commerce qui donne envie. Ok, donc en fait, là, tu as donné envie.
Et tu comprends pourquoi je te pose la question et je t'ai fait aller jusque-là sur du bruit dans la cuisine. C'est pour revenir justement à Procos. Tu as, au travers de l'expérience qui est la tienne, au travers des développements que tu as pu mettre en œuvre au sein de ton entreprise, cette conviction pour Procos qui est de dire il faut donner envie. Il faut donner envie, tu as commencé à l'expliquer comment. Est-ce que tu peux aller plus loin sur finalement les enjeux de Procos sur les prochaines années, même si on l'a deviné au travers de tout ce que tu nous as dit et commencé à expliquer, finalement les adhérents, ils ont besoin de quoi pour aller plus loin ? Ils ont besoin de considérer que leur action et l'action de leur entreprise, c'est de réveiller les envies des consommateurs. Et on ne peut pas se battre durablement sur la baisse des charges, la baisse des coûts, la réduction des frais. Ça a une limite. À un moment donné, on va toucher le fond. Et donc, il faut réinjecter de l'innovation, de la création, un côté, j'allais dire, disruptif qui va apporter de la novation, ce que font certaines enseignes qu'on a citées tout à l'heure, pour que la dynamique soit positive. On sauvera le commerce par la première ligne qui est le chiffre d'affaires, pas par la réduction des coûts. Bien sûr qu'il faut être sur la réduction des coûts. C'est une évidence, c'est pas l'un ou l'autre. Mais il faut mettre un peu plus d'innovation et d'agilité dans les organisations. Les organisations sont... Ce qui fait notre différence, vraiment, c'est le côté non rigide de notre organisation. On n'a pas d'organigramme, nous. On n'a pas de réunion. On n'a pas de présentation PowerPoint. On a juste des gens qui parlent avec des mots, et même si les fonctions sont un peu différentes, ils parlent pour nourrir le même sens. Et je crois que ce qui fait la force d'une entreprise aujourd'hui, c'est pas sa taille, c'est son projet. Et je pense que les entreprises ont besoin de projets. Elles ont besoin de faire vibrer leurs collaborateurs. Ce qui est formidable et ce qui nous fait réussir aujourd'hui, c'est que des collaborateurs chez nous grandissent, mais de façon incroyable. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser sur la route des gens qui ne sont pas aptes à comprendre les nouvelles technologies. Des gens qui ont 45 ans aujourd'hui et qui connaissent bien ou les produits ou les magasins ne sont pas forcément ceux qui connaissent toutes les solutions digitales. On ne peut pas les abandonner. Il faut les amener à comprendre les solutions digitales pour les intégrer dans leur métier. Putain, tu me donnes un coup de vieux. Hein. Oh la vache. Et ceux de 45 ans. Oui, mais 45 ans, je pourrais même dire, je pourrais descendre à 40 ans. Parce que quelque part, quand tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, il faut créer cette plateforme unifiée de commerce. Je vais dire un truc, attends, je me permets de te couper. Je crois pas que ce soit une question d'âge, mais d'état d'esprit. Quand je t'entends parler, je pense pas que tu sois complètement à côté de la plaque. Et pourtant, tu es loin d'avoir 45 ans, puisque tu as expliqué que tu en avais beaucoup plus au travers de tout ton parcours. J'en ai plus aussi. Je crois qu'il y a des gens qui sont finalement alertes sur les sujets d'innovation, de nouveauté, quel que soit leur âge. T'en as d'autres qui peuvent être beaucoup plus jeunes, mais qui sont très conservateurs sur quelque chose et pas à l'aise avec l'innovation. C'est vrai. À la fin, quand même, t'as ceux qui écrivent des messages sur leur iPhone avec 2 doigts, et t'as ceux qui font avec un doigt. Et quand tu regardes l'âge, c'est souvent oui, à l'âge. Il y en a qui ont des lunettes avec, comme moi, pour pouvoir voir quelque chose sur leur écran. Où tu as raison, c'est que, mais ça c'est plus lié à la côté entrepreneurial, c'est que un entrepreneur reste toujours jeune dans sa tête parce qu'il est toujours en création et en doute. C'est ça d'ailleurs la réalité d'un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur a toujours peur de perdre ce qu'il a créé. Ça c'est... Après... Il faut savoir, et ça je reviens à mon histoire, il faut savoir faire en sorte que des gens qui ont 45 ans fonctionnent bien avec des gens qui ont 22 ans. Et aujourd'hui dans l'entreprise, on a énormément de jeunes. Enfin quand je dis énormément, on n'est pas nombreux non plus, donc il faut limiter. Mais si on prend la façon dont on fonctionne, on prend d'abord beaucoup d'alternants. Toujours cette mission de transmission et d'enseignement. De gens qui ont envie d'apprendre, et comme on les laisse fortement responsables de ce qu'ils font, ils grandissent très vite et nous font grandir en même temps. Mais ce sont des jeunes qui apportent cette culture de jeunes. Tout ce qui est autour de création de contenu, réseaux sociaux, sites internet, je pense que la moyenne d'âge, elle doit être de 24 ans.
Oui, c'est très jeune. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sortent d'école. Et ça apporte un niveau de fraîcheur. Et en plus, ce sont des gens qui sont là pour apprendre et qui ont envie d'apprendre. Et ce ne sont pas des gens qui sont dans, le statut. Parce qu'il y a un point qui est important, c'est que nous n'avons pas, par exemple, de titre de directeur chez nous. On n'a que des titres de responsable. Pourquoi on a des titres de responsable et pas de directeur ? Parce qu'un directeur n'est pas toujours responsable. Et donc ça, je l'ai appris aussi de mon parcours chez Auchan. Revenons finalement aux enseignes adhérentes de Procos. Ce qui leur manque, tu le disais, c'était... Enfin, ce qui leur manque, non, c'est plutôt le changement qui doit s'opérer, c'est celui de l'état d'esprit qui consiste à dire on va construire quelque chose, on va développer quelque chose, et le chiffre d'affaires, c'est la première chose qu'on doit développer au travers des différentes envies. On ne doit pas juste revendiquer une demande de baisse des charges de la fiscalité, bref, se plaindre. Oui, il faut faire attention aux charges, mais revenons sur quelque chose de plus positif, de plus dynamique, sur la création de concepts, la réinvention de concepts, sur la création de quelque chose de nouveau pour finalement améliorer le chiffre d'affaires. Comment tu les sens réceptifs à ça ? D'abord, je trouve que ce qui a été formidable, c'est 6 mois où, en quelque sorte, on a fortement avancé. Mais ça, j'ai toujours été convaincu que si tu ne sais pas faire en 100 jours les choses, ça ne se passe pas après, tu es rattrapé par le reste. Et en réalité, aujourd'hui, je sens qu'il y a une vraie envie de la part du conseil d'administration qui sont engagés et impliqués dans cette direction. Et je crois que maintenant, ça doit nourrir non seulement les membres qui sont présents au conseil d'administration, mais ça doit nourrir toutes les entreprises et les dirigeants de ces entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple ? On a 2 entreprises de conseil qui ont bien voulu nous aider et vont réaliser 2 études. Donc, une première étude qui va être comment optimiser le modèle économique des retailers compte tenu du maillage de leur réseau. Donc ça, c'est le côté, soyons conscients de comment on optimise le réseau. Puis il y a une deuxième étude qui va être faite réalisée sur l'impact de l'IA sur la chaîne de valeur. Et là, tu as 2 éléments qui sont toujours très importants pour moi. C'est un pied sur la réalité du modèle économique et un pied sur le devenir de la chaîne de valeur. Et donc ces 2 études sont 2 études qui vont nous faire réfléchir. Et là aussi, la pédagogie va intervenir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un top-down du genre « je vais vous dire moi ce qu'il faut faire », c'est comment on va associer les dirigeants d'entreprise à une réflexion commune sur l'intégration de l'IA. Quelle expérience ceux qui ont fait de l'intégration de l'IA en tirent ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Qu'est-ce que ça pose comme question ? Etc. Et c'est ça qui fait avancer les choses. C'est pas de dire « je te dis ce qu'il faut faire », c'est « réfléchissons ensemble sur ce qu'il faudrait faire ». Et je pense que... moi j'ai été extrêmement nourri et impressionné par un salon, le One-to-One à Monaco. Je vous promets que je ne lui ai pas demandé de dire ça. Merci, merci André, parce que tu le sais bien, le One-to-One est partenaire de ce podcast depuis plus de 5 ans maintenant. Vas-y, je te laisse continuer. Je voudrais dire là-dessus une chose. Moi, j'ai été au One-to-One. J'ai fait 2 fois et ça va faire la 3e fois cette année que j'irai au One-to-One. La première fois, j'ai été, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc ça remonte à 3 ans, j'y étais en disant qu'est-ce qu'on doit construire autour des solutions digitales. Et je ne connaissais pas ces solutions digitales. D'abord, j'ai été impressionné par la qualité des pitchs des entreprises qui présentent. Le pitch, c'est la phrase qui est dans leur stand. Il y a une phrase, ça dit ce que ça fait, et les gens ont une capacité à t'expliquer en 3 minutes qu'est-ce qu'ils apportent comme solution pour que tu fasses un meilleur commerce. Que ce soit dans les stocks, que ce soit dans le CRM, que ce soit dans le site internet, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait un vrai savoir-faire de gens qui étaient dans une bonne dynamique d'entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs du digital et du commerce. Et je dois dire qu'on a fait un premier salon, on a regardé ce qu'il y en était, on est ressorti en ayant acheté peut-être 6 ou 7 solutions.
La deuxième fois, on a approfondi sur un certain nombre de solutions et on a travaillé sur ces points-là. Et je dois dire que de ce point de vue-là, on a fortement progressé. Et je veux d'abord saluer ces jeunes entreprises. Je veux saluer parce qu'elles font un vrai travail qui peuvent contribuer les entreprises de commerce à innover. Et j'ai même comme ambition que le Procos soit un peu irrigué, peut-être même inondé, de ces gens-là qui ont des solutions à proposer pour qu'on fasse un nouveau commerce. Je l'ai fait, et c'était intéressant de le faire avec mon regard et mon parcours et mon expérience, et je l'ai fait accompagné de mon fils qui avait son regard de 24 ans, etc. Et le binôme formidable nous a permis de faire des arbitrages et des choix avec le côté il faut aller dans l'innovation et le côté la récupération des enjeux de cette innovation. Parce que ça, je l'ai appris aussi, récupération des enjeux. Qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on récupère comme enjeu ? Et j'ai été formidablement impressionné. D'ailleurs, je reviens, parce que c'est là aussi, et c'est ce que je vous souhaiterais faire, je pense qu'il faut toujours être en éveil sur les nouvelles choses à faire. Là, je reviens, par exemple, de 15 jours aux États-Unis. Et j'y étais aussi pour la NRF. C'est 15 jours où tu te plonges sur les innovations, sur les choses, etc. Et là aussi, j'étais impressionné par la partie française de la NRF, où il y a des très très bonnes solutions et des très très bonnes entreprises qui proposent des choses formidables. Et donc, à ta question, comment on va faire bouger les choses, je pense que, puisque la mission du Procos, qui était au départ aider les commerçants à ouvrir des points de vente, devient aujourd'hui aider les commerçants à donner envie, je pense que toutes ces solutions digitales peuvent faire au moins deux choses. Elles peuvent améliorer le modèle économique du retail et elles peuvent ouvrir de nouvelles portes pour donner envie. Et donc, je crois qu'une des missions qu'il faudra qu'on arrive à faire, c'est peut-être irriguer davantage les dirigeants d'entreprise sur ces sujets-là. Écoute André, je pense que c'est le super mot de la fin. Est-ce que tu sais que ça fait déjà 1h25 qu'on enregistre ? Moi, j'ai pas vu le temps passer, mais peut-être que les auditeurs le verront passer. Non, je crois pas. Et j'ai volontairement laissé les choses aller un peu plus loin que l'heure habituelle, parce que tu nous as apporté beaucoup d'enseignements, tu nous as partagé une expérience qui est riche, et une vision pour ce que c'est ce que doit être finalement le commerce tout court de demain. Je te remercie pour ça. Au passage, je vais remercier Jean-Luc Brett de la mise en relation. Un grand entrepreneur. Un grand entrepreneur, j'espère qu'il finira par passer. C'est celui qui a créé la Croissanterie, qui a été longtemps le président de Procos. Donc, petit clin d'œil à Jean-Luc. Merci beaucoup pour cette mise en relation. Merci à vous, les auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous écoutez les différents podcasts. Merci pour les retours que vous faites. André, si jamais on veut te contacter, j'imagine que LinkedIn est le meilleur moyen pour pouvoir entrer en contact avec toi. Bien sûr. Merci à Comexposium ou One-to-One Retail e-commerce pour son support apporté. Merci André de l'avoir souligné de façon naturelle. C'est un beau retour d'expérience. Je leur dirai qu'ils pourront écouter jusqu'au bout cet épisode pour le découvrir. Merci à toi encore une fois pour ce partage, la sincérité avec laquelle tu l'as fait, la qualité de tes propos. On sent aussi le prof dans la façon avec laquelle tu t'exprimes. C'était très clair, très limpide, très structuré. Donc encore une fois, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de partager cette histoire. Merci André, à bientôt.